Bonsoir, très chers camarades, agents et cadres de la RTNC. Je reviens vers vous comme promis. Chers camarades de la Confédération syndicale du Congo, bonjour et bon week-end. Chers agents cadres de la RTNC, bon week-end. J'espère que Bolam quitte très bien. Je suis de la génération des personnels qui sont entrés à la radio-télévision nationale, à la radio nationale spécialement, sur concours. Et je suis aussi de la génération de ceux qui ont lutté pour que la radio-télévision publique quitte le statut d'organisme d'État pour devenir un organisme public. Il y a une nuance entre organisme d'État et un organisme public. Fonctionner la radio comme une entreprise avec ses ressources telles que prévues par la loi. Tel que prévu par la loi, la radio devrait continuer à bénéficier des subsides de l'État pour son fonctionnement et bien sûr aussi de ses propres moyens autogénérés puisque le statut de cette entreprise disait que c'était une entreprise à caractère commercial, industriel et culturel. Donc, du point de vue du caractère industriel et du point de vue du caractère commercial, on entendait, il y avait un sous-entendu, la réalisation du profit, la réalisation des plus-values à partir de l'action de la radio et de la télévision. Ça, c'était le principe. Alors, maintenant, quant au fonctionnement, ça voulait dire quoi ? Aucune radio, peut-être même commerciale à 100%, ne peut être totalement exclue de la protection de l'État. Donc de la subvention qui peut être considérée comme une espèce de subvention d'équilibre en provenance de l'État, compte tenu des ressources autogénérées. Mais les ressources autogénérées d'une radio et d'une télévision sont issues de l'enveloppe commerciale du pays, de l'assiette publicitaire. Et cela suppose que l'État, le milieu d'affaires, connaît une certaine prospérité et une certaine concurrence qui permet que entre elles, les marques puissent se faire concurrence et annoncer la qualité de leurs produits. C'est de cela que provient essentiellement l'enveloppe de la publicité. Or, si l'État, si les affaires, parce que la radio et la télévision font partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire, c'est-à-dire le troisième secteur, le secteur des services dans une économie. Or, si ce secteur-là n'est pas prospère, évidemment, la radio et la télévision en souffriront, puisqu'ils n'auront pas suffisamment de ressources en provenance de ce secteur-là, qui est leur principal bailleur de fonds en tant qu'enveloppe publicitaire. La subvention de l'État viendrait en équilibre. Or, de tout le temps, le secteur de la publicité, le secteur tertiaire en République démocratique du Congo pose des problèmes. Or, de tout le temps, l'aide de l'État, la subvention de l'État a toujours posé des problèmes.
l'État ne considère jamais la radio et la télévision comme une priorité à laquelle il faut accorder de façon préférentielle les subsides qui lui permettent de fonctionner. Donc, d'un côté, secteur tertiaire complètement en difficulté, et de l'autre côté, les ressources en provenance de l'État en difficulté. Voilà donc le dilemme permanent de la radio et de la télévision nationale. Avec la possibilité de formation à l'extérieur, avec la possibilité de la formation à l'intérieur, à ce qu'on appelait à l'école, Studio-École de la Voix du Zaïre, qui est aujourd'hui l'Institut congolais de l'audiovisuel, nous avons principalement axé notre action sur l'amélioration de la qualification du professionnel de la radio et de la télévision. Nous avons voulu améliorer la qualité du personnel et ça, nous considérons cela comme notre principal apport. Et cela, effectivement, a amené une requalification du fonctionnement de la radio et de la télévision quand on se concerne le contenu, quand on se concerne la qualité des programmes. Nous avons recruté des jeunes gens qui avaient le niveau qu'il fallait et nous avons complété le cadre administratif en nommant à la place qu'il fallait ceux qui détenaient un certain background intellectuel. Le background intellectuel ne suffit pas pour la radio et la télévision, comme dans beaucoup d'autres entreprises. Il faut en plus une formation professionnelle, une maîtrise de l'outil spécifique qu'est la radio et la télévision. Et ça, vous remarquerez qu'à l'époque, beaucoup de jeunes gens ont été envoyés en formation à l'extérieur et à l'intérieur. Ça, nous considérons cela comme un apport important. Et aujourd'hui, je crois, cet effort-là doit être poursuivi pour faire en sorte que, avec les nouvelles technologies, la qualification du personnel puisse pouvoir maîtriser ces instruments de la nouvelle technologie. Et j'avais déjà dit pendant ce que nous avions appelé les travaux des États généraux à Nganda, mon point de vue sur l'avenir de la radio et de la télévision. Aujourd'hui, la radio et la télévision des États, comme en France, en Allemagne, en Belgique, sont des mini-structures avec des organisations très légères, très souples. Les gros mammouths, ça pose des problèmes de gestion. C'est trop lourd. Il ne faut pas miniaturiser, mais créer des structures légères en raison des thèmes. Aujourd'hui, la RTLC semble être un fourre-tout en langue nationale, en français. La culture se fait concurrence avec l'information, parce que dans l'information, il n'y a pas seulement le journal parlé, le journal télévisé. Dans l'information, il y a les enquêtes et magazines, il y a la production des documentaires qu'on peut vendre et tout et tout. Or, aujourd'hui, tout cela est noyé globalement sous le label information. Alors qu'il faut spécialiser ce genre-là. Et ce sont des gens qui sont susceptibles de produire aussi en termes sonnants et trébuchants. Créer une programmation qui tienne compte de ce qu'on appelle l'exception culturelle, c'est-à-dire produire congolais en raison des Congolais et en tenant compte du marché international. Personne ne peut travailler en vase clos. La culture n'est pas une culture
enfermé. La culture est internationale. Produire cette culture veut dire l'exposer à l'extérieur. Mais il faut pouvoir le faire. Alors, comment générer ces ressources? Comment faire en sorte que la RTNC, en dehors de ce qui doit lui revenir de droit de l'État, puisse bénéficier de production de recettes issues de son propre travail? Il est aussi de la coutume internationale pour les radios et les télévisions de rentabiliser ce qu'on appelle leur patrimoine. Qu'est-ce le patrimoine d'une radio et d'une télévision? Le patrimoine de la radio et de la télévision, c'est ses programmes. La qualité des programmes compte en raison de cela. Parce que les programmes peuvent devenir des objets commerciaux. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, la RENAPEC avait produit un documentaire sur le Ebola. Ce documentaire démontrait quelle était la thérapie par le Ebola. Et malheureusement, nous n'avions pas fait attention. Une dame, une Canadienne, est venue ici, a copié ce document. Cette dame est allée au Canada, l'a falsifié, en a donné une identité canadienne. Mais ce document qui était produit ici par Simon Quintenda est devenu un document vendu dans les universités de l'ethnographie. Pour ne prendre qu'un exemple, pour dire le patrimoine, c'est-à-dire la production peut devenir des sujets de production d'argent. Il y a aussi l'intention réelle de produire dans le but de vendre. À l'époque, je crois qu'aujourd'hui encore, il y a une direction de la cinématographie à la RTNC. Je ne sais plus si ça existe toujours. Cette direction, composée de cinéastes, proposait à certaines grandes entreprises locales, entre autres la CMDC, la GECAMINE, l'ONATRA, la production de documentaires sur leur entreprise. Qu'est-ce que c'était ces entreprises-là? Quel était leur rôle sur le plan économique? Comment ces entreprises étaient structurées? Comment elles fonctionnaient? Quand on acquit des bateaux de haute mer, il fallait faire la promotion de ces bateaux. Il fallait les présenter. Air Congo, Air Zaïre, quelle était cette entreprise-là? Bref, on proposait, on faisait des scénarios et les responsables des entreprises-là, qui étaient des gens quand même d'une certaine valeur intellectuelle, comprenaient l'intérêt pour leur entreprise d'être sur la place publique. Donc, les structures de production qui existent à la RTNC sont susceptibles de produire des ressources, ce qu'on peut appeler supplémentaires par rapport à la manne principale qu'est la redevance. Donc il faut réfléchir en termes de la mise en exécution des objectifs fondamentaux de l'entreprise. Entreprise à caractère commercial et industriel. Cela veut dire quoi? Et que faire pour que cette entreprise-là remplisse ce rôle-là qu'on attend d'elle plutôt? Cette entreprise-là n'est pas que la production des informations politiques et tout, non. Elle a un caractère commercial et industriel. Et ce faisant, à partir de son patrimoine, comment? C'est une question de réflexion. C'est une question de se mettre en place et de faire des propositions. Et des entreprises locales, je crois que si on leur fait voir l'intérêt pour eux
de se faire connaître de façon vraiment fondamentale, le RTNC est une grande porte pour eux. Voilà donc les voies de création de recettes par ce qu'on appelle la rentabilisation du patrimoine. Si vous regardez ailleurs, si vous regardez en Allemagne, si vous regardez en France, le revenu principal de ces radios et de ces télévisions provient de cette redevance. Cette redevance provient de ceux qui détiennent la radio, les appareils électro-radiophoniques, et à côté de ça, la subvention de l'État, l'équilibre, voilà les moyens qui pourront permettre à une télévision et à une radio de fonctionner. Or, à ce que j'apprends, jusqu'aujourd'hui, la RTNC a des difficultés pour faire actionner cette manne qui est la redevance sur la détention des appareils radioélectriques. Or, sans ces moyens-là, il y aura toujours des problèmes. L'État n'a pas que la radio et la télévision comme objet à soigner. La radio et la télévision font partie de l'ensemble des structures d'État qui ont besoin d'être appuyées. Alors l'État, avec les moyens, les ressources qui sont les siens, aura toujours ces difficultés-là. Donc la nécessité de créer des ressources autonomes pour la RTNC est, à mon avis, vraiment la voie pour sortir des difficultés. Donc il faut actionner cela. Il faut envisager la perception de la redevance dans un contexte d'une structure spécialisée et dont l'objectif est de faire en sorte que le développement de la cueillette de la redevance soit son objectif principal, comme l'objectif principal de la RTNC demeurerait la production des émissions de radio et de télévision. Ça, c'est urgent. Ça, c'est urgent. Si nous croyons que les primes de la RTNC ne devraient provenir que de l'État, on aura toujours des problèmes. Les États généraux de Nganda ont été un grand moment de réflexion pour l'avenir de la presse. Et pour ça, d'ailleurs, le milieu professionnel de la presse en sont vraiment reconnaissants au ministre Mouyaya. Mais malheureusement, la plupart des résolutions qui ont été, disons, qui sont issues de cette concertation ne sont pas encore aujourd'hui mis d'application. Il y a bien sûr un texte important, la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo, qui venait d'être promulguée. Les gens parlent, bon, à juste titre ou à mauvaise escient, de la loi Mouyaya. Non, c'est une loi qui est venue de la presse. C'est nous qui avons discuté de cela des années, et on a pu finaliser certains aspects sous la tutelle du ministre Mouyaya, et grâce aussi à sa persévérance, cette loi a pu être promulguée. Mais la plupart des décisions, la plupart des résolutions concernant par exemple l'avenir des médias, l'aide à la presse, l'avenir de la radio-télévision nationale comme structure publique, tout cela, jusqu'à ce jour, n'est pas encore mis d'application. Entre autres aussi, par exemple, le congrès de la presse, de l'Union de la presse du Congo, qui généralement, dans ce pays, est un moment important. La RTNC, l'OZRT, l'ACP, le Renatelsat,
sont nées des résolutions d'un congrès de l'Union de la presse du Congo. Les gens ne doivent pas perdre ça de vue. Donc, c'est ce moment-là, peut-être, que nous attendons pour voir comment peut-on voir pour le sort de la RTNC, de son personnel, qui a droit quand même à un traitement un peu spécifique, étant donné la spécificité de la radio et de la télévision dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde culturel en général de notre pays. Donc malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des résolutions des États généraux ne sont pas d'application. Il ne faut jamais avoir peur de se mettre autour d'une table pour réfléchir, pour discuter, prendre le temps qu'il faut. Ce n'est pas les grèves, ce n'est pas les arrêts de travail qui vont améliorer les choses. Non, c'est la réflexion fondamentale avec des arguments fondés qui peuvent permettre une évolution qui tienne compte des avis de tout le monde. Je crois qu'en gros, c'est un peu ça mon point de vue sur le fonctionnement de la radio et de la télévision